Jacques Huygens. L'occupation allemande des îles anglo-normandes pendant la Seconde Guerre mondiale est un fait, mais bien que certains chefs historiques, politiques et militaires soient cités dans le contexte de l'époque, cet ouvrage demeure une œuvre de fiction, sans aucune allusion volontaire à des personnes vivantes. Jersey, 1985. Chapitre 1er. Les Romains pensaient que les âmes des défunts restaient près de leur tombe. Ce n'était pas difficile à croire par cette froide matinée de mars, sous un ciel si noir que la nuit semblait sur le point de tomber. Je m'arrêtais sous l'arche de granit pour regarder le cimetière. La pancarte disait « Église paroissiale de Saint-Brelade » et à l'intérieur, ce seraient les dalles et les tombes avec, ici et là, une croix verticale de granit. Je remarquai un ange aux ailes déployées vers le fond, puis le tonnerre gronda à l'horizon et la pluie envahit la baie. Le gardien de l'hôtel m'avait donné un parapluie. Je l'ouvris et m'aventurai dehors. Dimanche dernier, à Boston, je ne connaissais même pas l'existence des îles anglo-normandes près des côtes de France, ni de celles du Jersey. On était jeudi et j'avais traversé la moitié du monde pour rechercher la réponse définitive à un mystère qui m'avait volé 3 années de ma vie. L'église, très ancienne, était construite en granit. Je me dirigeais vers elle entre les tombes, puis m'arrêtai pour regarder la baie. À marée basse, un fin ruban de sable doré s'étendait le long d'un mur de béton et je pouvais voir mon hôtel. J'entendis des voix et me retournai. 2 hommes en casquette de drap, des sacs sur l'épaule, étaient accroupis sous un cyprès. Non loin du mur du fond, ils se levèrent et s'éloignèrent en riant, comme d'une bonne blague. Je remarquai qu'ils portaient des pelles. Ils disparurent derrière l'église et je me dirigeai vers le mur. Il y avait là une tombe creusée depuis peu, recouverte d'une bâche, bien que l'arbre lui offrit une certaine protection contre la nuit. Ou contre la pluie, pardon. Je crois que jamais je ne m'étais senti aussi agité. Comme si la tombe avait attendu ma venue. Je gagnai l'entrée de l'église en contournant les pierres tombales. J'ouvris la porte et pénétrai à l'intérieur. Je m'attendais à de sinistres ténèbres, mais on avait allumé les lumières et la nef était vraiment belle. Sous un plafond voûté, exceptionnel car entièrement construit en granit, sans aucune poutre apparente, je m'avançai vers l'autel et m'arrêtai un instant pour regarder autour de moi. Sensible à l'atmosphère de sérénité, une porte s'ouvrit et se referma. Un homme approchait. Des cheveux blancs, des yeux du bleu le plus pâle, une soutane noire et un imperméable sous le bras, une voix sèche, très âgé, avec un soupçon d'accent irlandais. « Que puis-je pour vous ? Êtes-vous le recteur ?»« Oh non, » répondit-il en souriant aimablement. « On m'a mis au vert depuis longtemps. Je m'appelle Cullen. Chanoine Donald Cullen. Vous êtes américain ? » ?»« Juste, Alain Stassi. » Je lui serrai la main. Elle avait une poigne curieusement énergique. « Votre première visite à Jersey ? » ?»« Oui, répondis-je. Il y a quelques jours, je ne savais même pas que cet endroit existait, comme la plupart des Américains. Je n'avais entendu parler que du New Jersey. » Il sourit. « Vous avez choisi un mauvais moment de l'année pour votre premier voyage, » continua-t-il en se dirigeant vers la porte. Jersey peut être l'un des endroits les plus séduisants de la Terre, mais rarement en mars. Je n'avais guère le choix, répondis-je. Vous allez enterrer quelqu'un aujourd'hui ? Harry Martineau. Il allait enfiler son imperméable, mais il s'arrêta surpris. C'est exact. C'est d'ailleurs moi qui célébrerai le service à 14h cet après-midi. Êtes-vous un parent ? Pas précisément, bien que j'en ai parfait l'impression. Je suis professeur assistant de philosophie à Harvard. Je travaille depuis 3 ans à une biographie de Martineau. Je vois. Il ouvrit la porte et je lui suivis sous le porche. Vous savez beaucoup de choses sur lui ?
demandai-je. Très peu, en dehors de la façon extraordinaire dont il a trouvé la mort. Et les circonstances encore plus extraordinaires qui entourent ces derniers sacrements, ajoutai-je. Après tout, chanoine, il n'arrive pas souvent que l'on enterre un homme 40 ans après son décès. La ville se trouvait de l'autre côté de la baie de Saint-Brelade, près de l'hôtel Horizon où j'étais descendu. Elle était petite et sans prétention, mais la salle de séjour, confortable et bien meublée, surprenait par ses dimensions et 2 murs tapissés de livres. Des portes-fenêtres s'ouvraient sur une terrasse et un jardinet dominait la baie. La marée montait, le vent soulevait les crêtes d'écume et la pluie crépitait contre les vitres. Mon hôte sortit de la cuisine et posa un plateau sur la table basse, près du feu. « J'espère que vous n'avez rien contre le thé. Ça sera parfait. Ma femme était le buveur de café de la famille, mais elle est morte il y a 3 ans. Je n'ai jamais pu avaler ce breuvage amer. » Il emplit ma tasse et la poussa vers moi. Je m'assis en face de lui. Le silence se prolongeait. Il leva sa tasse et but à petits coups discrets, comme s'il attendait. « Vous êtes bien installé, lui dis-je. »« Oui, je m'en sors, je me sens seul, bien entendu. La grande faiblesse des êtres humains, professeur Stacy, c'est que nous avons tous besoin de quelqu'un. J'ai passé 3 ans à Jersey pendant mon enfance et j'ai vraiment adoré l'endroit. »« Comment ne pas l'aimer ?» répondis-je en regardant la baie. « C'est d'une telle beauté. » Je revenais en vacances à chaque occasion. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais chanoine à la cathédrale de Winchester. Notre fils unique s'était installé en Australie depuis longtemps, alors il haussa les épaules. Le choix de Jersey s'imposait. Et ma femme possédait cette villa depuis des années. Un oncle la lui avait léguée. Cela tombait vraiment à point. Oui, surtout avec les lois actuelles sur le logement. Il posa sa tasse, prit une pipe et se mit à la bourrer avec le tabac d'une vieille blague de cuir. « Voilà, vous savez tout sur moi maintenant. Qu'en est-il de vous et de l'ami Martino? Que savez-vous de lui ?» Je n'avais jamais entendu prononcer son nom jusqu'à il y a 3 jours, quand le docteur Drayton, que je connais bien, m'a expliqué comment on avait découvert son corps et m'a annoncé qu'on allait l'envoyer à Londres ou de Londres pour l'enterrer ici. Vous savez comment il est mort? Dans un accident d'avion en 1945. En janvier 1945, pour être précis, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force comprenait une unité appelée Enemy Aircraft Flight, l'escadrille des avions ennemis. Les pilotes faisaient voler des avions allemands capturés afin d'évaluer leurs performances, etc. Je vois. Harry Martino travaillait pour le ministère de l'économie de guerre en janvier 1945 et il a été porté disparu alors qu'il effectuait un déplacement dans un Arado 96, un biplace allemand appartenant à l'escadrille des avions ennemis. On a toujours cru qu'il était tombé en mer. Et il y a 15 jours, on a retrouvé l'avion au cours de travaux de creusement dans un marécage de lait sec. Tout s'est arrêté sur le chantier jusqu'à ce que la RAF récupère les restes. Martino et le pilote se trouvaient encore à l'intérieur. Ce qu'il en restait, je ne sais pourquoi. Les autorités se sont montrées fort discrets sur l'affaire. La nouvelle ne m'est parvenue que le week-end dernier. J'ai pris le premier avion et je suis arrivé à Londres lundi matin. Il hocha la tête. Vous m'aviez dit que vous écriviez une biographie de Martino. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Je n'avais jamais entendu prononcer son nom. Ni le grand public, répondis-je au cours
des années 30, dans les milieux universitaires, Bertrand Russell le considérait comme un des cerveaux les plus brillants et les plus novateurs dans son domaine. Qui était la philosophie morale? Une discipline très intéressante, dit le chanoine, et un homme passionnant. Il est né à Boston, son père travaillait dans les transports maritimes, riche, mais sans opulence scandaleuse. Sa mère, quoique née à New York, était d'origine allemande. Son grand-père maternel, après avoir enseigné pendant plusieurs années à l'université de Columbia, retourna en Allemagne en 1925 comme professeur de chirurgie à l'université de Dresde. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre en songeant à ce lointain passé, les yeux perdus sur la baie. Martino a fait ses études à Harvard, puis un docteur à Heidelberg. Il a reçu une bourse pour étudier à Oxford et entré au Trinity College et a occupé la chaire Croxley de philosophie morale à l'âge de 38 ans. Une réussite étonnante, concéda Culon. Je me retournai. Ne comprenez-vous pas? Voilà un homme qui remet tout en question. Il remet tout en question, qui chamboule toutes les idées reçues de sa spécialité. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate et le reste est silence. En tout cas, jusqu'à maintenant. Silence? Oh, nous savons qu'il a quitté Oxford et a travaillé pour le ministère de la Défense, puis le ministère de l'économie de guerre. Je vous ai dit, comme de nombreux universitaires d'ailleurs, mais la tragédie, c'est qu'il semble avoir complètement cessé de travailler dans son domaine de prédilection. Pas une ligne, et le livre qu'il était en train d'écrire depuis des années est resté inachevé. Nous en possédons le manuscrit à Harvard, pas un mois après, septembre 1939. Vraiment étrange. Il revint où je revins m'asseoir. Nous avons recueilli tous ces manuscrits à la bibliothèque de Harvard. Quand je les ai parcourus, une chose m'a réellement intrigué. Laquelle? Lorsque j'ai terminé mes études secondaires à 18 ans, au lieu d'aller directement à Harvard, je me suis engagé dans les marines. J'ai fait un an au Vietnam, puis une balle dans la rotule gauche m'a renvoyé dans mes foyers pour de bon. Martino a fait le même genre de cheminement. Il s'est engagé dans le corps expéditionnaire américain quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale. En montant sur son âge, d'ailleurs, il a servi comme simple troufion dans les tranchées des Flandres. Cette découverte m'a passionné pour rompre avec les horreurs que nous avions vécues. Nous avons cherché l'un et l'autre le même genre de réponse. De l'enfer de la guerre à la tour d'ivoire de l'esprit, dit le chanoine Culon en vidant sa pipe dans l'âtre. Je ne me rappelle plus qui a dit ça, un poète combattant sans doute. Dieu me préserve de ces lascars, répondis-je. Le Vietnam m'a valu une jambrette pour la fin de mes jours, 3 ans entre les mains des psychiatres et un mariage gâché. La pendule de la cheminée sonna midi, Culon se leva, se dirigea vers la déserte, prit une carafe de cristal taillé et versa du whisky dans 2 verres. Il m'en tendit un. J'ai fait la Birmanie pendant la guerre et ce n'était pas tout rose, dit en posant son verre sur la cheminée. Après avoir dégusté une gorgée de whisky, eh bien, professeur, le reste? Quel reste? Les pasteurs passent pour des âmes ingénues qui ignorent tout des réalités de la vie, lança-t-il de sa voix sèche, précise. Rien de plus faux, bien entendu. Notre métier, c'est la confession, la douleur humaine, le malheur. Je connais les hommes, professeur, après 52 ans d'exercice de mon ministère. On apprend à sentir quand ils ne vous disent pas tout. Il plaça une allumette au-dessus de sa pipe et aspira plusieurs bouffées. Ce qui s'applique à vous, mon ami, ajouta-t-il, ou je me trompe fort. Je respirai à fond. Il était en uniforme quand on a découvert le corps.
Mais vous m'avez dit qu'il travaillait pour le ministère de l'économie de guerre, répondit-il, sourcil français. En uniforme allemand de la Luftwaffe, dis-je. Martino est le pilote. Vous en êtes certain? J'ai un ami à la CIA, Tony Bianco, un copain de l'époque du Vietnam. Il se trouve à notre ambassade de Londres. Ces gens-là savent obtenir de renseignements. J'ai eu des problèmes avec le ministère de la Défense. Lundi dernier, on ne voulait presque rien me dire sur Martino et cet avion. Votre ami a vérifié pour vous et découvert autre chose. Le compte rendu des journaux sur l'appartenance de l'Arado à l'escadrille des avions ennemis est également sujet à caution. Pourquoi? Parce que tous les avions de l'escadrille portaient les cocardes de la RAF. Or, d'après la personne qui a renseigné Bianco, celui-ci avait encore les croix noires de la Luftwaffe. Et vous dites que vous n'avez pu obtenir aucun autre renseignement de source officielle? Aucun. C'est ridicule que cela puisse paraître. Martino et ce vol-là sont encore couverts par je ne sais quelle mesure de sécurité datant de la guerre. Le vieux pasteur s'embrunit au bout de 40 ans. Au bout de 40 ans? Ce n'est pas tout, lui dis-je. J'ai rencontré le même genre de problème l'an dernier pendant que j'effectuais mes recherches. Je suis tombé de barrage en barrage, si vous voyez. Ce que je veux dire, j'ai découvert que Martino a reçu une décoration en janvier 1944. Le Distinguished Service Order. Une de ces nominations qui apparaissent sur les listes sans explication. Rien sur ce qu'il avait fait pour mériter son ruban. Mais il s'agit d'une décoration militaire, et très élevée d'ailleurs. Martino était civil. Apparemment, des civils l'ont obtenu à de très rares occasions, mais tout commence à concorder avec une histoire que j'ai entendue pendant que j'effectuais des recherches à Oxford. Il y a 3 ans, Max Kubel, le physicien atomiste qui a enseigné de nombreuses années à Oxford, s'était lié d'amitié avec Martino. Au moins, j'ai entendu parler de lui, dit Cullen. Un juif allemand, n'est-ce pas? Il a réussi à filer avant que les nazis l'envoient dans un camp de concentration. Il est mort en 1900 ou 1973, répondis-je. Mais j'ai pu interroger le vieux monsieur qui a fait le ménage de son logement d'Oxford pendant plus de 30 ans. Il m'a appris que pendant la grande offensive allemande de 1940, il a abouti à Dunkerque. Kubel avait été placé en état d'arrestation par la Gestapo dans la ville de Fribourg, non loin de la frontière française. Un officier SS se présenta quelques jours plus tard avec une escorte pour le conduire à Berlin. Ensuite, le vieux monsieur, un nommé Howard, m'a affirmé que cet officier SS était Martino. Kubel le lui avait dit. Vous l'avez cru? Pas à l'époque. À 91 ans, il me paraissait sénile. Mais il ne faut pas perdre de vue les antécédents de Martino. Il pouvait se faire passer pour allemand en n'importe quelle circonstance. Non seulement il parlait la langue, mais il avait des origines germaniques, une famille. Cullen hocha la tête. Et à la lumière des récents incidents, vous êtes prêt à accorder davantage de crédit à ce récit? Je ne sais plus ce que je dois en penser, avouai-je en haussant les épaules. Rien n'est logique. Martino et Jerzy, par exemple, autant que je sache, mais il n'a mis les pieds ici et il est mort 5 mois avant que l'île soit libérée de l'occupation nazie. Martino n'a aucun parent vivant, ajoutai-je en avalant le reste de mon whisky. Je le sais parce qu'il ne s'est jamais marié. Alors qui diable est ce docteur Drayton dont vous m'avez parlé? Une chose me paraît certaine, il a sûrement une sacrée influence au ministère de la Défense pour obtenir qu'on lui remette le corps. Vous avez absolument raison, lança le chanoine Cullen en me servant un autre scotch sur tous les points, sauf un.
Lequel? Dites-moi. Le docteur Drayton, ce n'est pas il, mais elle, docteur Sarah Drayton, pour tout vous avouer. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra au-delà, par-delà la mort. L'accent de Cullen parut encore plus irlandais que... L'accent de Cullen parut plus irlandais quand il éleva bravement la voix pour défier la pluie du ciel. Il portait une cape noire par-dessus ses vêtements sacerdotaux et l'un des employés des pompes funèbres à ses côtés tenait un parapluie. Une seule personne assistait à l'enterrement. Sarah Drayton, debout de l'autre côté de la tombe ouverte, un croque-mort derrière elle tenait un second parapluie. Elle paraissait peut-être 48 ou 50 ans. Je découvris plus tard qu'elle en avait 60, de petite taille, mince silhouette, dans un tailleur noir. Ses cheveux courts, bien coupés, étaient d'un gris d'acier sous son chapeau, d'une beauté nullement conventionnelle, avec une bouche plutôt trop grande et des yeux noisettes au-dessus de pommettes larges. Son visage avait beaucoup de caractère et donnait l'impression que cette femme avait vu le meilleur et le pire de ce que peut offrir la vie. On devinait en elle un calme extraordinaire. Si je l'avais simplement croisée dans la rue, je me serais retourné pour lui lancer un deuxième coup d'œil. C'était ce genre de femme. Elle fit comme si je n'existais pas et je restais en retrait, sous le peu d'abri qu'offraient les arbres, trempés jusqu'aux os malgré mon parapluie. Cullen termina le service, puis s'avança vers elle et lui dit quelques mots. Elle l'embrassa sur la joue. Il se retourna et s'éloigna vers l'église, suivi par les deux croque-morts. Il demeura quelques instants près de la tombe et les deux fossoyeurs attendirent respectueusement. À quelques mètres, elle continua de faire comme si je n'existais pas. Quand je m'avançai puis ramassa un peu de terre humide et la lança sur le cercueil. « Docteur Drayton, lui dis-je, désolé de m'imposer, je m'appelle Alain Stacy. Pourrais-je échanger quelques mots avec vous? Je vous précise que je ne suis pas journaliste. » Elle avait la voix plus grave que je ne m'y attendais, calme, avec des modulations harmonieuses. Sans me regarder, il dit « Je sais très bien qui vous êtes, professeur Stacy. Je m'attends à vous voir à tout instant depuis 3 ans. » Et se retourna, sourit d'un air enchanteur et tout à coup parut avoir 20 ans. Sortant de cette pluie avant d'attraper du mal, conseil médical sérieux et gratuit. Ma voiture est sur la route. Rentrez avec moi, vous avez besoin d'un verre. La maison ne se trouvait qu'à 5 minutes du cimetière, sur une route de campagne étroite qu'elle négocia avec compétence. À une vitesse considérable, le bâtiment s'élevait sur près de 4000 mètres carrés de jardins bien entretenus, entourés d'ormes à travers lesquels on apercevait la baie. En contrebas, il avait une allure fin de siècle, avec de longues fenêtres étroites aux volets verts et une sorte de portique à l'entrée, à l'instant où nous mentionnions les marches du perron. La porte s'ouvrit devant un homme de grande taille, à l'air sombre, en veston d'alpaga noir, et il avait les cheveux gris-argent et portait des lunettes à monture d'acier. « Ah, Vito !» dit-elle quand il lui prit son imperméable. « Voici le professeur Stacy. Nous prendrons du café dans la bibliothèque un peu plus tard. Je m'occuperai des alcools. »« Bien entendu, Contessa. » Il se détourna, puis s'arrêta et lui parla en italien. Il secoua la tête et répondit dans la même langue. L'homme disparut par la porte du fond du vestibule. « Contessa ?» demandai-je. « Oh, n'écoutez pas Vito, » dit-elle en esquivant ma question d'un ton poli mais ferme. « Il est affreusement snob, par ici. »
Le vestibule était frais et avenant, des carreaux noirs et blancs sur le sol, un escalier en hélice et 2 ou 3 peintures à l'huile sur le mur, des marines du XVIIIe siècle. Elle ouvrit une double porte d'acajou et me précéda dans une vaste bibliothèque. Les murs étaient tapissés de livres et des porte-fenêtres donnaient sur le jardin. Il y avait une cheminée avec du feu qui brûlait joyeusement sur la grille. Au-dessus du piano à queue, des quantités de photos, la plupart dans des cadres d'argent. « Scotch pour vous ?» me demanda-t-elle. « Parfait. » Elle se dirigea vers un meuble et se mit à préparer un plateau. « Comment avez-vous appris qui je suis ?» dis-je par le chanoine culant. « J'ai appris votre existence du jour où vous avez commencé à travailler sur Harry. » Il me tendait un verre. « Qui vous a mis au courant ?»« Oh, des amis, dit-elle, des amis d'autrefois, des gens qui savent tout. » Cela me fit songer à Tony Bianco, mon copain de la CIA à l'ambassade, et mon excitation redoubla. Personne n'a voulu répondre à mes questions au ministère de la Défense. Je m'en serais douté. Et pourtant, on vous a remis le corps. Vous devez avoir une certaine influence. Sans aucun doute. Il prit une cigarette dans un coffret d'argent, l'alluma et s'assit dans un fauteuil devant le feu en croisant ses jambes fines. « Avez-vous entendu parler de COE, professeur ?»« Bien entendu, répondis-je. Special Operation Executive. Les opérations spéciales organisées en 1940 sur les instructions de Churchill pour coordonner la résistance et les mouvements clandestins en Europe. Mettez le feu à l'Europe, avait ordonné le vieux. J'ai travaillé pour eux, dit Sarah Drayton en faisant tomber la cendre de la cigarette dans le feu. J'étais fort étonné. Mais vous n'étiez encore qu'une enfant. 19 ans, me répondit-elle en 1944. Et Martino ? Regardez sur le piano, dit-elle, la photo du bout dans le cadre d'argent. Je me dirigeai vers le piano, pris la photo et le visage de Sarah Drayton me sauta aux yeux, curieusement inchangé. À un détail près, elle avait les cheveux d'un blanc étonnant, avec une indéfrissable, comme on disait à l'époque. Elle portait un petit chapeau noir, une de ces vestes 3/4 de la guerre, serrée à la taille avec de larges épaules rembourrées, des chaussures à hauts talons et un sac d'agneau verni noir. L'homme à ses côtés de taille moyenne portait un manteau de cuir de l'armée sur un complet de tweed, les 2 mains enfoncées dans une ou dans les poches. Un chapeau mou, sombre, jetait une ombre sur son visage, une cigarette pendait du coin de ses lèvres. Il avait les yeux foncés, sans aucune expression, et son sourire exprimait une sorte de charme brutal, visiblement un homme très dangereux. Sarah Drayton se leva et s'avança vers moi. Rien de commun avec le professeur de philosophie et de morale occupant à Oxford la chaire Croxley, n'est-ce pas? Où cette photo a-t-elle été prise? À Jersey, pas très loin d'ici, en mai 1944. Le 10 mai, je crois. Mais je suis à Jersey depuis assez longtemps pour savoir que l'île était occupée par les Allemands à l'époque. Absolument. Et Martino s'y trouvait avec vous? Elle se dirigea vers un bureau 18e, ouvrit un tiroir et en sortit un petit classeur. Quand il retourna la couverture, je vis qu'il contenait plusieurs vieux clichés. Elle m'en tendit un. Je ne place pas celle-ci sur le piano pour des raisons évidentes. Elle portait à peu près le même costume que sur l'autre photo et Martino le même manteau de cuir. La seule différence était l'uniforme SS sous le manteau de cuir et la tête de mort en argent sur la casquette. Le Standentenführer Max Vogel, dit-elle, l'équivalent d'un colonel. Il a de l'allure, non?
Quand elle me prit la photo des mains, elle souriait. Harry avait un faible pour les uniformes, dit-elle. Mon Dieu, lançai-je. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il ne répondit pas. Il se contenta de me donner une autre photo, légèrement fanée mais encore fort claire. Un groupe d'officiers allemands, devant eux, deux hommes un peu à l'écart. L'un d'eux était Martino dans son uniforme de SS, mais ce fut le second qui me coupa le souffle. L'un des visages les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Erwin Rommel, le renard du désert en personne. Une photo est également prise ici, demandai-je. Oh oui, je crois que vous avez besoin d'un autre verre, dit-elle en rangeant les photos dans le tiroir. Oui, grand besoin. Elle me servit, me tendit le verre, puis retourna vers la cheminée. Elle prit une cigarette dans le coffret d'argent. Je devrais cesser, je suppose, trop tard à présent, une autre mauvaise habitude qu'Harry m'a donnée. Aurais-je droit à une explication? Pourquoi pas? Lança-t-elle en se tournant vers les portes-fenêtres battues par la pluie. Je ne vois rien de mieux à faire par un après-midi aussi pourri. Et vous? Fin du premier chapitre.